Bienvenue à ce forum virtuel sur l'agriculture urbaine. Je suis Pierre Blain, je suis le directeur général de la Fédération des sociétés d'horticulture et d'écologie du Québec. Les temps sont difficiles. Ayons une pensée pour tous ceux et celles qui souffrent, pour toutes ces familles qui ont perdu un être cher. C'est ma grand-mère d'ailleurs qui m'a initié au jardinage. Je lui rends donc aujourd'hui hommage. Il est important de respecter en tout temps les mesures mises en place pour nous protéger contre la COVID. On dit toujours agriculture urbaine, mais on devrait dire plutôt agriculture de proximité, car elle se pratique partout, de façon active, partout sur le territoire du Québec, en ville comme à la campagne. Qui ne rêve pas d'ailleurs d'aller chercher dans son potager ces légumes que l'on consommera au prochain repas? Je me souviens de ces belles petites fèves que nous mangions le midi chez grand-maman. Qui ne rêve pas aujourd'hui de cette salade fraîche et de ces échalotes fraîchement cueillies? Ce forum vous permettra d'apprendre comment mettre en pratique vos talents de jardinier. De quoi parlerons-nous aujourd'hui? D'abord de sol avec Catherine Delisle de l'Atelier Paysan, puis des instruments nécessaires pour le travailler avec Geneviève Bessette de la Shop agricole. Olivier Noël, également de la Shop, nous montrera comment rendre notre potager le plus productif possible, rendant nos voisins d'ailleurs jaloux de nos résultats. Enfin, Sylvie Trépanier, membre de la Société d'horticulture de l'île Perrot, nous présentera des façons différentes de cultiver si nous n'avons pas de terrain. Peut-être d'autres surprises surviendront lors de son tournage. Moi, j'aurais un souhait. Pourquoi dans nos jardins n'aurions-nous pas une rangée supplémentaire pour partager avec ceux qui sont dans le besoin? Nous ferions preuve ainsi de solidarité et c'est le but de l'agriculture urbaine. Sans plus attendre, je demande au président de la Fédération, M. Régent Paradis, d'ouvrir ce forum. À vous, Régent. En tant que président de la Fédération des sociétés d'horticulture et d'écologie du Québec, il me fait plaisir d'ouvrir ce forum virtuel sur l'agriculture urbaine. Notre fédération regroupe plus de 160 sociétés d'horticulture, de comités d'embellissement et de jardins communautaires à travers tout le Québec. Fondée en 1978 comme OSBL, nous sommes reconnus par le gouvernement du Québec comme un organisme national de loisirs. Notre mission est de développer l'horticulture comme loisir de qualité. Nous avons intégré à notre nom dès 1982 le mot écologie. Pour nous, l'écologie n'est pas un simple mot à la mode, mais une façon de vivre en harmonie avec notre environnement. Nous regroupons des citoyens et des citoyennes comme vous qui veulent faire une différence dans leur milieu. L'horticulture comprend plusieurs volets comme les jardins, les potagers, la culture des légumes, des fruits, des fleurs, des arbres ou des arbustes fruitiers et d'ornement. L'horticulture rend nos villes, nos villages et nos municipalités plus vivantes. Elle permet aux gens de tout âge et de tout milieu social de pratiquer un loisir de qualité excellent pour la santé et physique et mentale. Aujourd'hui, lors de ce forum virtuel sur l'agriculture urbaine ou de proximité, nous vous offrirons des conseils et des conférences pour vous former aux meilleures pratiques à jour dans ce domaine. En terminant, je vous invite à devenir membre de l'une de nos sociétés présentes partout près de chez vous, dans toutes les régions du Québec. Vous les retrouverez sur notre site Internet à www.fsheq.com. Bon forum et surtout respectez en tout temps les mesures mises en place par les instances gouvernementales
pour nous permettre de sortir le plus rapidement possible de cette crise. Maintenant, il me fait plaisir d'inviter le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, M. André Lamontagne, à vous adresser quelques mots. Monsieur le ministre, à vous la parole. Bonjour tout le monde. D'abord, je veux remercier la Fédération des sociétés d'horticulture et d'écologie du Québec de me donner l'opportunité de vous adresser quelques mots pour vous souhaiter un agréable forum virtuel sur l'agriculture urbaine. D'abord, ça va être une occasion de découvrir le plaisir de cultiver à petite échelle, mais aussi de peaufiner vos apprentissages pour ceux qui sont déjà des amateurs expérimentés. Alors, je vous souhaite une belle saison, de belles récoltes, bon forum et merci. Maintenant que le forum est ouvert, et merci aux ministres et au président de la Fédération, j'aimerais tout de même, avant de commencer, vous parler des mesures de sécurité générales que nous devons mettre en place maintenant avec la crise qui nous affecte. Premièrement, se laver les mains, tousser dans son coude et garder 2 mètres de distance entre chacun. Et aussi, quand on est dans le public, un masque. Présentement aussi, que pouvons-nous faire pour jardiner chez soi en toute sécurité? Premièrement, lorsqu'on fait ses achats dans un centre de jardinage, de respecter également les mesures mises en place de distanciation physique. On suggère aussi de garder en confinement ce que l'on achète 2 jours avant de les utiliser. Comme ça, on est certain, on n'a pas besoin de nettoyer. Respectez surtout la distanciation physique, même quand on est chez soi. Bien sûr, si on est en famille, on a moins de problèmes. Se laver les mains continuellement. Il n'y a rien de tel d'ailleurs pour se laver. Bien sûr, on a des désinfectants, mais l'eau et le savon est la meilleure forme pour se laver. Nettoyez vos outils de jardinage avant et après chaque utilisation. Souvent, on peut le faire avec de l'alcool, c'est la meilleure façon, mais je pense mettre des produits, surtout les utiliser correctement. Et aussi, porter des gants de jardinage, un masque selon les recommandations de la santé publique. C'est chez soi. Maintenant, nous avons aussi des recommandations qui ont été faites par l'Institut national de santé publique du Québec pour les jardins communautaires. D'ailleurs, la Fédération a travaillé fort pour que les jardins communautaires puissent s'ouvrir. Première des remarques qu'ils nous font, c'est d'interdire tout rassemblement et faire respecter la distanciation sociale physique dans les jardins communautaires. Cela aussi permet un accès restreint aux personnes autorisées seulement, c'est-à-dire les personnes qui sont inscrites dans les jardins. Limiter le nombre d'usagers présents en même temps dans le jardin. Deuxièmement, assurer une utilisation sécuritaire des lieux physiques, des équipements et des outils. Encore une fois, l'hygiène des mains et l'étiquette respiratoire. Mettre un endroit pour se laver les mains avec de l'eau et du savon ou avec toute autre solution hydroalcoolique accessible à l'entrée du jardin. Si on a des endroits où on doit avoir du papier, ayons un bac spécifiquement que l'on pourra nettoyer souvent pour pouvoir les enlever. Aussi, demander à chaque usager toujours de se laver les mains à l'entrée et à la sortie du jardin. Troisièmement, l'utilisation des équipements et des outils de jardinage. Éviter autant que possible le partage du matériel et des équipements. Encourager les usagers à apporter leurs propres outils et leurs propres équipements personnels. Ça peut être difficile. Si ce n'est pas le cas, assurez-vous qu'il y ait un nettoyage qui soit constant entre chacun des usages. Les outils de jardinage, justement, appartenant au jardin, doivent être désinfectés avant et après chaque utilisation. Limiter l'utilisation des jardins à un usager à la fois et parmi ceux habitant sous le même toit surtout. Enfin, afficher de façon visible, aux endroits appropriés, toutes les instructions sur la façon de procéder pour l'utilisation des outils. En faisant ça, en utilisant aussi correctement les espaces communs, comme les toilettes,
on peut justement limiter la propagation du virus. Limiter d'ailleurs l'utilisation des espaces communs à un minimum. Nettoyer fréquemment les espaces de travail et d'entreposage, les surfaces fréquemment touchées et les espaces communs, comme les tables de pique-nique, les cabanons, les accessoires. Enfin, réserver les installations sanitaires uniquement aux employés et aux bénévoles. Nettoyer les aires communes et désinfecter les installations sanitaires selon les procédures recommandées avec un produit de désinfectant utilisé habituellement, minimal 3 fois par jour, sinon plus selon les besoins de la fréquentation. Et communiquer ces mesures. Voyez, ces mesures-là, ce sont des mesures que vous pratiquez déjà. Je pense que c'est facile et comme ça, tout le monde sera sécuritaire et on pourra revenir le plus rapidement possible dans une vie normale. Et maintenant, place au forum comme tel. Il me fait plaisir de vous introduire Mme Catherine Delisle, qui est une horticultrice et qui est aussi de l'atelier paysan. Catherine est une des formatrices que nous avons en agriculture urbaine à la Fédération. Elle vous parlera d'un élément essentiel, le sol. Si vous n'en avez pas, vous ne pourrez pas cultiver. À vous, Catherine. Bonjour, je me nomme Catherine Delisle et je vais vous parler aujourd'hui d'un élément fondamental de toute culture en mode naturel, c'est-à-dire le sol. Mais qu'est-ce qu'un sol, en fait? Un sol, c'est un mélange de toutes sortes d'éléments, d'une part de constituants rocheux, d'eau, d'air et de matière vivante, de matière organique. Ce qui différencie les sols entre eux, c'est la structure. La structure, dans le fond, c'est ça, nos constituants rocheux. Ça se divise en 3 groupes de particules, dont de la plus grosse à la plus fine, le sable, le limon et l'argile qui est vraiment très, très fine. Un sol qui aurait une grande proportion de sable, on dirait que c'est un sol sablonneux. Ses caractéristiques sont qu'il se draine très facilement, qui, par exemple, retient moins bien les éléments nutritifs. C'est un sol qu'au printemps qui se dégèle très rapidement et a la caractéristique d'être moins sensible à la compaction. Ce qui veut dire que quand on circule sur ce sol-là, il va être plus solide, il va garder sa belle porosité. Ensuite, à l'opposé, il y a le sol qui a une grande proportion d'argile. C'est un sol qui va prendre du temps à se dégeler au printemps, à se remettre en vie. C'est un sol qui est lourd, difficile à travailler, mais c'est un sol qui va garder une belle humidité. Il va conserver ses éléments nutritifs, ne vont pas se délaver. Par contre, c'est un sol qui est assez sensible à la compaction. Imaginez-vous que vous circulez après une pluie sur un sol très, très argileux. Bien, juste l'action de vos pas, l'action du roulement d'une machinerie va comme compacter le sol, va complètement sortir l'oxygène, sortir l'eau, puis là, ça va asphyxier tous les micro-organismes dans le sol, parce qu'un sol, c'est vivant. Alors, l'argile, c'est très sensible à la compaction. Entre les deux, on retrouve un sol qui est limoneux, donc qui a une plus grande proportion de limon. C'est vraiment un beau compromis, ça. Ça veut dire que par rapport au sable, ça se draine moins vite, ça garde ses éléments nutritifs, garde l'humidité, ça se dégèle plus vite que l'argile et puis c'est moins sensible à la compaction. Le seul défaut d'un sol limoneux, c'est qu'il va faire une croûte sur le dessus, ce qui fait que ça imperméabilise les sols, puis là, au lieu de percoler à l'intérieur, va comme tout ruisseler. Donc, les sols qui sont limoneux, on aurait avantage à toujours avoir un paillis sur le dessus. Et d'ailleurs, tous les sols devraient avoir un paillis, mais on y reviendra. Alors, vous allez me dire, parfait, mais comment je fais pour déterminer mon type de sol? Vous pouvez faire affaire avec une entreprise d'analyse de sol où vous aurez toutes les composantes de vos sols. Vous pouvez aussi le faire à la maison avec trois astuces simples et économiques. La première, c'est en observant votre sol et en observant les plantes bio-indicatrices qui poussent spontanément sur votre terrain.
Une plante bioéducatrice, dans le fond, c'est juste une plante qui est adaptée à un type de sol, qui va être capable de compétitionner contre d'autres plantes, qui est bien dans un type de sol, puis qui peut compléter complètement son cycle de vie, puis se reproduire et repousser. Alors, quand on arrive face à un sol, on l'observe, puis si on voit que le sol est composé, par exemple, un sol argileux assez compacté, si le sol est composé majoritairement de plantains, de pissenlits, de renouées persicaires, de bourses du pasteur, renouées faux-liserons, de matricaires odorantes. Ça, c'est comme une petite mauvaise herbe là, qui a vraiment une odeur d'ananas à essayer. Et de tussilage, encore une mauvaise herbe qu'on aurait tout avantage à garder en floraison au début de saison. C'est une des premières fleurs d'ailleurs, une des premières plantes à être en fleurs et ça permet à nos pollinisateurs qui cherchent désespérément une source de pollen et de nectar de s'alimenter, se dit en passant. Donc, ces plantes-là, quand on les trouve sur un sol, on peut se dire « Ah ah! Premier indice, j'ai un sol probablement argileux compacté. » À l'inverse, si on arrive devant un sol qui est de type sablonneux, assez pauvre, qui a perdu tous ses éléments, on va retrouver des immortelles vivaces, des asclépiades communes, la chicorée sauvage, toutes les belles petites fleurs bleues, là, le fraisier sauvage, l'épervière, l'onagre bisannuel, les petites potentilles, la verveine veloutée, piloselle ou, vous savez, les silènes, là, les petites plantes qui ont un petit renflement là, qu'on peut éclater comme des petits pétards. Là. Bref, ça, c'est d'autres indices de plantes qui peuvent nous indiquer quel type de sol nous avons. Une autre technique, c'est la technique du boudin. Ça veut dire que ça implique qu'on touche le sol avec nos mains, puis qu'on le taponne un petit peu. Et on va, en le jouant avec le sol, on va pouvoir déceler s'il est rugueux, tous les petits grains de sable, s'il contient du sable. Si par contre, en le touchant, on voit qu'il est assez doux, bien, ça veut dire pour nous qu'il y a probablement une bonne proportion de limon ou d'argile, parce que l'argile et le limon, c'est assez glissant, assez doux. Maintenant, il faut façonner avec notre terre un boudin, un petit serpent. Si on n'est pas capable de le façonner, si les particules n'adhèrent pas ensemble, c'est qu'on peut se dire qu'on est en présence d'un sol fortement sablonneux. Si par contre, on est capable de façonner quelque chose qui se tient, on peut dire qu'on a une bonne proportion d'argile et de limon. Et si on est vraiment capable de faire une belle boule, de faire un vrai beau petit boudin qui se tient, qui se plie, qui casse pas, ah bien là, on est en présence de forts pourcentages d'argile. Donc, un autre indice du type de sol que nous avons. Puis, le dernier test qu'on peut faire, c'est le test du bocal. C'est très simple. Ça prend un pot transparent de type pot maçon et à l'intérieur duquel on va mettre un échantillon de notre sol. On met de l'eau, on le mélange, puis on le laisse reposer 24 heures. Ce qui va arriver, c'est que les plus grandes particules, les plus lourdes vont se ramasser au fond et dans le fond, ainsi de suite, les plus légères vont se déposer une à la suite de l'autre. On va vraiment pouvoir voir la quantité de sable, de limon et d'argile que notre sol contient. Idéalement, en proportion, un sol qui est comme équilibré va avoir à peu près autour de 50% de sable, à peu près 40% de limon, puis le reste en argile. Donc, on s'aperçoit que si vous avez une très grande portion d'argile, bien là, votre sol est très, très, très argileux. Si par contre, vous avez beaucoup de sable, bien, il est très sablonneux, votre sol. Donc, oui, c'est un indice très facile, puis très économique aussi. Mais pourquoi c'est important de connaître notre type de sol, notre structure de sol? Pourquoi c'est si important? Bien, je vais vous dire, première raison, c'est que c'est important de connaître son type de sol parce que, idéalement, il faudrait cultiver des végétaux adaptés à notre type de sol. Ce qui va faire en sorte que nos végétaux vont se porter beaucoup mieux, on va avoir vraiment moins de travail à faire. Imaginez-vous là, que vous faites pousser des plantes qui requièrent vraiment beaucoup d'eau dans un sol sablonneux. Vous allez passer vos journées à l'arroser, vous allez travailler vraiment fort
pour peut-être même pas réussir. Donc, quand on connaît bien son sol, on peut vraiment faire pousser des plantes adaptées et moins travaillées et être plus performants. Une autre raison, c'est quand on connaît son sol, c'est plus facile pour nous de l'entretenir et de le protéger. Si vous avez un sol qui est argileux, bien, vous n'irez pas marcher dessus après une pluie parce que vous savez qu'il va tout se compacter puis vous allez nuire à la vie du sol. Donc, c'est une autre raison pourquoi c'est important de connaître la structure de son sol. Maintenant, parlons business. Comment rendre son sol productif pour la culture de légumes? Première étape super importante, c'est qu'il faut ajouter de la matière organique à son sol. Peu importe le type de sol, qu'il soit sablonneux, argileux, la matière organique, c'est fondamental. Et là, on va régler quelque chose ensemble. Il faut vraiment arrêter de dire « je vais fertiliser mes plantes ». Je vais mettre tel engrais pour nourrir ma plante. Il ne faut pas penser comme ça maintenant. Il faut penser enrichir le sol, stimuler la vie du sol. Et une fois que notre sol, notre banque d'éléments nutritifs sera complète et riche, bien, la plante va pouvoir puiser de ce dont elle a besoin dans cette banque de nutriments. Donc, il faut avoir notre attention sur la santé du sol et nos végétaux vont mieux se porter. Merci d'avoir écouté ce judicieux conseil. Ensuite, une fois que, oui, on a ajouté de la matière organique. C'est quoi de la matière organique? Bien, ça peut être des rognures de gazon, ça peut être des feuilles broyées, de la paille, ça peut être du paillis, mais un paillis qui se décompose, là, pas le paillis de cèdre rouge qui se décompose à peine, qu'on met parce que c'est décoratif. C'est fini, ça. Parce que le paillis de cèdre rouge, ben, il se décompose pas rapidement, apporte pas beaucoup de matière organique à notre sol et c'est pas tellement un très bon investissement si on pense à long terme. Bien sûr, compost, fumier, bref, apporter de la matière organique à notre sol, c'est ça, c'est l'enrichir. Et on le dépose sur le dessus du sol. On essaie le moins possible de perturber notre sol. Et j'y reviens tantôt, pourquoi c'est important. Ensuite, deuxième façon de stimuler la vie du sol, c'est d'ajouter un paillis. Comme je vous ai expliqué, le paillis rouge, c'est terminé. On ajoute, il existe toutes sortes de beaux paillis organiques qui vont faire en sorte que vous allez avoir un super potager, super aménagements floraux, même si vous utilisez un paillis qui est organique. Une autre façon, si c'est impossible pour vous d'ajouter du paillis dans vos cultures, c'est important de jamais laisser le sol nu. Dans le fond, un sol, c'est comme un zoo. À différents niveaux de sol, il y a différents types d'animaux du sol, bestioles du sol, bref, êtres vivants qui vivent à différents étages de sol, qui aiment un type d'oxygène, un niveau de lumière, un niveau d'humidité. Puis là, si on commence à tout brasser ça, au lieu d'être performant, d'enrichir le sol, de stimuler la vie, on vient tout de défaire toute cette faune, tout notre super zoo d'alliés du sol. Donc, on ajoute notre paillis sur le dessus, on s'assure qu'on a toujours quelque chose qui recouvre le sol, parce que on a aussi des êtres vivants qui vivent en surface du sol. Donc, si il vente beaucoup, il pleut beaucoup, bien, ça va tout se lessiver, puis on va tout perdre, cette vie-là, puis on peut perdre aussi des éléments nutritifs. Donc, l'importance de mettre un paillis. Si on ne peut pas mettre un paillis dans notre potager, par exemple, on peut faire des cultures compagnes. Par exemple, moi j'ai un plant de tomates, puis j'ai rien mis à côté. Mon sol est à nu, il va se dessécher, il va se dessécher, puis il va peut-être s'éroder. Ce que je pourrais faire, c'est planter des laitues en bas de mes plants de tomates. Donc là, mes laitues vont agir à titre de paillis, ils vont apporter de la fraîcheur. Une laitue, c'est pas une plante qui est très exigeante, qui va prendre des éléments nutritifs. Il ne va pas compétitionner la tomate. Comme ça, c'est une façon productive d'ajouter un paillis.
Aussi, la majorité de nos plantes légumières, c'est des annuelles, donc à l'hiver, vont mourir. Ce qui fait en sorte que notre sol passe tout l'hiver déshabillé comme ça. Oui, on pourrait mettre un paillis dessus pour le protéger, mais il est possible d'ajouter un engrais vert. Ça, c'est une plante qui, par l'action de ses racines, peut apporter soit de la fertilisation ou travailler la structure pour la rendre plus malléable, plus intéressante. Il existe toutes sortes d'engrais verts, ça peut être du seigle, du sarrasin, de la veste, la luzerne, bref. Je vous laisse découvrir ce monde fantastique. Le troisième point pour avoir un sol vraiment performant, c'est le travail minimum du sol. Comme je vous ai expliqué, il faut vraiment respecter la vie du sol. Donc, en travaillant minimalement, on s'assure de préserver toutes ces petites vies dans le sol. Donc, quand on ajoute de la matière organique, on la dépose sur le dessus ou c'est possible d'entrer des fourches ou une grelinette puis juste l'aérer très doucement. Puis d'ajouter notre compost, notre matière organique comme ça. Et là, pour que ce soit productif, il faut faire pousser des légumes qui sont adaptés à notre type de sol. Tout à l'heure, on a découvert les trucs pour connaître si notre sol était argileux ou sablonneux. Si nous avons un sol sablonneux, c'est possible de faire pousser des super légumes, par exemple tout ce qui est légumes racines, carottes, sassylphi, radis, panais, vont se plaire dans un sol qui est meuble. Là, je dis pas 100% sable, bien sûr, c'est un mélange d'un sol composé de sable et de matière organique. Il y a aussi toutes les pommes de terre, les tubercules vont être bien dans un sol sablonneux. Les fines herbes de type méditerranéenne comme le thym, la sauge, le romarin apprécient un sol qui est bien drainé, donc vont bien se porter dans un sol sablonneux. Les fraisiers et toute la famille des petits bulbes là, comme l'ail, l'oignon, l'échalote vont se plaire dans un tel sol. Alors vous voyez, c'est pas dramatique d'avoir un sol sablonneux, c'est possible d'avoir des rendements productifs. Ensuite, si vous avez un sol qui est lourd, un sol argileux, ne désespérez pas parce qu'il est possible de faire pousser une panoplie de choses. Presque tout en fait. Les sols argileux sont très riches, bien sûr pas 100% argile. Donc dans un sol argileux dans lequel il y a de la matière organique, c'est possible de faire pousser tout ce que des racines superficielles, pas des légumes racines. Par exemple, toutes les laitues, toutes les épinards, ensuite toutes les légumineuses, pois, haricots, ensuite les solanacées, tomates, poivrons, aubergines, vont apprécier le sol argileux et même la famille des choux, rhubarbe, artichaut et même le maïs. Mais ça se peut que vous teniez à travailler la structure de votre sol, c'est possible, mais il faut se dire que vous n'aurez pas des résultats instantanés. Tout ce qu'on fait, il faut avoir à l'idée qu'il faut travailler la vie. Il faut faire preuve de patience, mais tous vos efforts vont valoir la peine parce qu'ils vont être durables dans le temps. Alors, si vous avez un sol qui est sablonneux, puis vous voulez jouer avec sa structure, c'est possible d'ajouter du basalte. Le basalte va faire en sorte que ça va retenir un petit peu plus l'eau, les éléments nutritifs, ça va stimuler la vie de votre sol et à long terme, le basalte va faire une forme d'argile super fertile. Ensuite, si vous avez un sol qui est au contraire très, très, très argileux, lourd, compacté, je vous recommande bien sûr de juste l'aérer à l'aide de vos fourches, votre grelinette, d'ajouter de la matière organique. N'ayez pas à l'idée de prendre de l'argile et d'y mettre du sable. Vous allez créer un béton très résistant et les légumes n'aiment pas bien pousser dans du béton. Une autre tactique, c'est d'essayer d'attirer vers le haut tous les vers de terre, toute la faune qui va venir travailler la structure de votre sol, l'ameubler, le rendre plus poreux. Il pourrait y arriver vraiment utiliser un paillis qui est très riche en éléments carbonés,
À la limite, vous pourriez mettre un gros tapis de feuilles, du papier journal mouillé, du carton mouillé, vraiment. Puis là, ben, ça va vraiment attirer la faune qui va venir tout décomposer ça, puis vraiment jouer avec vos structures de votre sol argileux. En terminant, je vais juste répéter que oui, un sol, c'est vivant, c'est vraiment dynamique, mais c'est aussi fragile. Il faut lui faire attention, faut travailler avec patience, mais il va vous donner des résultats durables. Comme on a dit, essayez moins possible de le perturber, puis toujours penser qu'on travaille avec une banque d'éléments nutritifs, puis aussi bien accepter, lâcher prise, accepter le type de sol que vous avez, vous allez arrêter de vous battre, puis vous allez plus être satisfait avec moins de temps, moins d'efforts de votre type de sol. Puis avec tout ça, bien dites-vous qu'en prenant soin de votre sol, bien vous pourrez savourer le fruit de vos récoltes. Vraiment. Alors, merci tout le monde et je vous souhaite une très belle saison de jardinage. Maintenant, présentation de Madame Geneviève Bessette de la Shop agricole qui va venir nous parler des outils de jardinage. Qui connaît la différence entre une houe et une bêche? Sûrement pas moi. La différence, avec ça, nous saurons maintenant quels outils utiliser et correctement pour avoir des rendements importants et intéressants. À vous, Geneviève. Bonjour, je m'appelle Geneviève Bessette de la Shop agricole. Je vais vous parler des outils à utiliser au jardin. Je vais commencer par la culture en contenant. En fait, quand on cultive en contenant, nous, on arrive à garder en fait notre terreau d'une année à l'autre. Et il suffit vraiment juste de défaire la matière organique, les systèmes racinaires des années précédentes, dans le fond, de tout défaire ça. On retire les gros cotons des tiges ou des morceaux de matière organique qui, elle, va prendre plus de temps à se décomposer. Mais en utilisant un petit sarcloir à main comme ça, c'est vraiment facile. On va utiliser aussi la truelle pour planter, qui est plutôt mince et pas la grosse pelle plus large, parce qu'on va vraiment, à la transplantation, ça va être juste des petits trous. Fait qu'on peut utiliser une truelle comme ça. Ça va très bien. En contenant, on n'utilise pas beaucoup d'outils. On y va vraiment juste principalement avec ces deux-là. Puis, on peut toujours compléter avec les mains. Pour la culture en plein sol, c'est autre chose parce que là, le plein, on a souvent des sols qui sont argileux, qui sont plus difficiles à travailler, qui sont compactés. Et l'argile, elle est assez spéciale dans le fait que on veut pas la compacter davantage, donc on a tout intérêt à utiliser nos outils dans un sol qui est déjà assez drainé, qui est assez sec. On ne travaille jamais l'argile quand elle est humide parce que quand on va amener, par exemple, avec notre pelle ou notre sarcloir, on va lisser encore notre argile. Donc, à ce moment-là, on travaille contre notre structure de sol. On va utiliser, en début de saison, une bêche. On appelle ça aussi une bine, une bêcheuse. En fait, cette bêche-là, elle est vraiment pour faire un travail là, de décompaction là, pour retourner la terre, pour bouger, puis justement aérer, puis aider à la matière organique à être mieux incorporée dans notre sol. On va utiliser le sarcloir comme ça, à 3 dents. Lui, on va l'utiliser pour justement aider à défaire aussi la matière organique. Puis, on va l'utiliser surtout pour sarcler et défaire les morceaux d'argile dans le jardin
pour qu'elle soit justement plus décompactée. Un outil qu'on aime beaucoup travailler, c'est la houe hollandaise pour le désherbage. La houe hollandaise, elle va soulever en fait le sol. On va soulever juste la première couche de sol pour mettre à nu les racines des mauvaises herbes. Donc, c'est important de le faire quand les mauvaises herbes sont assez jeunes, au stade de 4 feuilles. Puis, il faut vraiment le faire justement quand le sol est sec, puis parce qu'on va soulever, mettre à nu les racines et les mauvaises herbes vont sécher au soleil, vont mourir. Et puis, la houe hollandaise, on peut juste vraiment arriver à utiliser juste le petit coin comme ça dans des espaces plus restreints ou pleine longueur quand on a vraiment une plus grande surface à travailler. Puis c'est vraiment un travail très, très superficiel de sol qu'on va faire avec ça. Mais c'est vraiment très utile. On a des outils qui sont à manches en fibre de verre, qui sont légers. Donc, quand on n'est pas très fort physiquement comme moi, ça va vraiment mieux travailler avec des outils en fibre de verre. Sinon, on peut toujours aller avec des manches comme ça en bois, en chêne. C'est très durable. Puis, justement, mais c'est un petit peu plus lourd quand on a des problèmes de dos. C'est moins facile. On travaille avec des outils qui sont le plus durables possible. On essaie d'acheter des outils qui sont fabriqués notamment soit au Canada ou aux États-Unis. Ils vont être plus durables que finalement ce qu'on achète des fois dans des Dollarama ou dans des endroits peu chers. Ça vaut la peine d'acheter des outils un peu plus chers qui vont nous durer plus longtemps. En début de saison, on va utiliser le sarcloir comme ça pour faire une technique qu'on appelle le faux semis. Ça veut dire qu'on trompe un peu le sol. En fait, on va le sarcler en début de saison pour l'aérer. Ça va permettre justement de l'oxygénation. Ça va réveiller les semences, la banque de semences de mauvaises herbes qui est dans notre sol. Puis, avec les pluies, justement, elles vont toutes germer. Puis, ça va vraiment nous permettre à toutes les mauvaises herbes de sortir pour par la suite passer soit justement le sarcloir ou la houe hollandaise pour tuer ces mauvaises herbes-là. Puis par la suite, une fois qu'on s'est débarrassé des mauvaises herbes, on peut maintenant semer ou planter dans notre jardin sans que justement elles ressortent toutes 2 semaines plus tard qu'on a semé ou planté, ce qui peut être un peu plate quand on a commencé la saison. Dès qu'on creuse, on plante nos plants de tomates, on fertilise, justement, là, ça fait réveiller justement toute la banque de semences de mauvaises herbes qui vont envahir le jardin. On peut s'en débarrasser au préalable. Un bon travail de sol va vraiment permettre au sol de mieux se structurer. C'est important de ne pas bouleverser justement les couches de sol. On parle de plus en plus de non-travail de sol, de ne pas justement faire de labour, de ne pas renverser les couches. C'est justement pour ces raisons qu'on travaille vraiment de façon superficielle. On ne retourne jamais les mottes. On essaye de seulement travailler la surface pour amener de l'oxygène, pour que la matière organique rentre dans le sol, pour avoir une bonne activité du système digestif qui est le système racinaire. On veut qu'on ait un bon enracinement en profondeur. Mais c'est important pour que le système digestif soit actif, que les populations de micro-organismes aussi soient elles aussi actives. Donc, à ce moment-là, c'est important justement parce qu'il y a des micro-organismes qui sont présents dans différentes couches de sol. Puis, en les bouleversant comme ça, en renversant, on détruit aussi les tunnels de vers de terre. Puis, on vient déstabiliser le sol de façon naturelle. Donc, tout ce qu'on fait, je le répète, c'est en surface. Merci de m'avoir écouté. Nouvelle présentation, et c'est celle-là que nous attendons tous parce qu'elle risque de rendre jaloux nos voisins de jardinage. Olivier Noël de
est un technicien en agriculture urbaine. Il travaille ici à la shop agricole. Et pour lui, il va nous montrer comment optimiser notre jardin par des moyens très simples. Ces moyens simples permettront une meilleure production dans des espaces restreints, parce que nous avons des espaces restreints dans les jardins communautaires et même chez soi. Par conséquent, peut-être que nous rendrons jaloux nos voisins. À vous, Olivier. Bonjour, Olivier Noël de la Shop agricole. Je suis technicien agricole de formation. J'ai étudié au Cégep de Victoriaville en agriculture biologique. Aujourd'hui, je vais vous parler de comment essayer de rentabiliser votre parcelle de jardin communautaire. C'est vraiment super important parce que quand on produit, on veut avoir des beaux rendements, puis on fait du jardinage pour le plaisir, mais il faut faire aussi du jardinage qui est productif parce qu'en étant productif, on réussit à avoir vraiment des plus beaux jardins, mais aussi à avoir des plus beaux légumes. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais vous donner quelques trucs pour améliorer votre jardin. Alors, la première chose on va commencer à la base. Alors, la première chose, c'est le plant de tomate. Ça, c'est une belle grosseur pour pouvoir le planter, le plant de tomate. Souvent, les gens vont prendre le plant de tomate qui va être vraiment trop gros ou qui va avoir des fleurs, des fruits, mais c'est pas l'idéal. On veut vraiment qu'il développe, parce que tous les petits poils qu'il y a sur le plant de tomate, c'est des futures racines. Alors, la chose que moi, je vous conseille fortement quand vous allez le retransplanter, c'est vraiment d'enlever les 2 cotylédons et de juste vous assurer de garder 3 vraies feuilles sur le dessus. Alors, vous pouvez enlever vraiment les feuilles les plus hautes de cette façon-là. Oups. Et après ça, vous pouvez aller planter votre plant de tomate jusqu'en haut, ici, en diagonale, dans votre jardin. Et en faisant ça, tous les petits poils vont devenir un système racinaire. Et en ayant un meilleur système racinaire, vous allez augmenter votre rendement de tomates. Oui, ça va prendre un petit peu plus de temps avant d'avoir des tomates, mais vous allez en avoir vraiment beaucoup plus. Et vous allez avoir beaucoup moins de tomates qui vont avoir de la pourriture apicale, alors le cul noir ou des choses comme ça, parce que vous allez avoir un meilleur système racinaire. Et ça, vous allez augmenter vraiment vos rendements à long terme. Et en plus de ça, vous allez avoir vraiment des meilleurs résultats en termes de production et de qualité de fruits. L'autre chose aussi qui est vraiment important de faire avec les plants de tomates, c'est, oui, de les planter, mais c'est de respecter les distances. Et ça, c'est vraiment important. Des fois, on les colle trop. Alors, vérifiez sur le sachet de votre semencier que vous avez acheté vos tomates et assurez-vous de respecter les distances que les semenciers vous disent sur les sachets, que ce soit pour les tomates, que ce soit pour les autres légumes. Ça va vraiment vous aider à avoir des meilleurs résultats. C'est plate, des fois, on en a vraiment trop de plants quand on les produit à la maison. Puis on veut toutes les planter, mais c'est pas l'idéal si c'est trop collé non plus, parce que vous allez diminuer et il va y avoir moins de respiration entre les plants. Puis en ayant moins de respiration entre les plants, bien, vous allez avoir plus de chances d'avoir de la maladie. Alors, c'est vraiment important de respecter les distances. L'autre chose aussi, le temps, le moment de le planter. Présentement, il fait encore trop froid. Dans la région de Montréal, Montérégie et les environs, moi, je vous conseille pas avant le 7 juin cette année. Le 7 juin cette année, c'est la pleine lune. Et après ça, normalement, il devrait y avoir moins de gel, moins de chances de gel. Parce qu'il faut qu'il fasse au moins 15 degrés à l'extérieur. Si vous le faites en pot sur votre balcon, vous pouvez le sortir un peu d'avance et ça va quand même vous donner des bons résultats. Cependant, il faut vraiment s'assurer que la température ne descende pas trop en bas de 15 parce que si c'est le cas, vous allez vraiment perdre du rendement et votre plant va être stressé ou vos plants vont être stressés. Puis là, vous allez perdre du rendement parce que le plant va avoir besoin de mettre beaucoup d'énergie pour se réveiller de ce froid-là. Et des fois, ça peut prendre juste une nuit de froid et ça peut faire toute la différence sur la production de vos tomates durant la saison. L'autre chose aussi qui est important aussi avec les plants de tomates, c'est de bien les nourrir. Alors, 2 choses à utiliser, un bon compost. Nous, on utilise
énormément le compost de vers de terre, le biocompost, ou sinon, vous pouvez utiliser également le compost de crevettes fait par Premier, le CIL, qui sont deux très bons composts qui vont bien nourrir vos plantes. Et n'hésitez pas d'en mettre du compost. C'est pas de longuant, c'est vraiment important d'en mettre une bonne épaisseur. Moi, pour mes plantes de tomates, souvent, je vais en mettre un 2-3 pouces d'épaisseur. Il faut en mettre. C'est vraiment important. L'autre chose aussi qui est vraiment important, c'est de nourrir son plant. Le Mix Boost qu'on a développé ici, qui est notre gamme maison, lui, c'est comme un steak. C'est un gros steak. Alors, ce gros steak-là, il va nourrir, puis il va bien nous nourrir. Alors ça, c'est vraiment important. Parce que si on ne nourrit pas bien le plant de tomates ou tous les autres plants, les poivrons, les aubergines, toute la famille des solanacées ou la famille des cucurbitacées, alors tout ce qui est courge, courgettes, concombres, melon d'eau, cantaloupe, c'est important de bien nourrir ces plants-là. C'est des plantes qui sont exigeantes et ils produisent des fruits, alors ils ont besoin d'énergie. Et le Mix Boost, on l'a développé vraiment pour ça. Parce que ici, vous voyez, il y a 3 chiffres, le NPK. Et le chiffre du milieu, c'est celui-là qui aide à développer les fleurs et les fruits. Et c'est vraiment ça qui va vous aider à avoir une meilleure production. Et c'est pour ça qu'on l'a développé, ce produit-là. Également, il y en a plusieurs qui vont nous parler, moi j'aimerais, j'utilise du fumier de poulet, des choses comme ça. Le fumier de poulet, par exemple, moi je dis souvent, c'est comme du fast-food, c'est comme un McDo. Ça nous nourrit, oui, rapidement, mais après ça, ça ne dure pas dans le temps. Alors, c'est pour ça que nous, on a développé un engrais comme le Mix Boost qui va durer durant 6 semaines, qui va nourrir les plantes. Et ça, c'est vraiment important de bien nourrir nos plantes. Avec le Mix Boost, normalement, on devrait en mettre à peu près 3 fois durant l'été. Alors, à la plantation dans votre jardin, 6 semaines plus tard, puis un autre 6 semaines plus tard, puis normalement, on devrait en avoir mis assez pour bien nourrir vos plantes. Pour le compost, vous en mettez à la plantation et vous pouvez en mettre à la mi-saison. Et c'est tout. Vous n'avez pas besoin d'en remettre, mais il faut juste en mettre des bonnes quantités. L'autre chose qui peut arriver aussi, c'est au niveau du froid. Là, c'est sûr que des fois, la température elle joue beaucoup. Ça fait un peu partie des changements climatiques. Alors, la chose qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser des couvertures flottantes. Les couvertures flottantes, c'est vraiment une couverture qui va réchauffer à un certain niveau votre sol, mais également, ça va garder vos plants à une certaine protection au niveau du froid. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va couvrir avec la couverture, mais aussi on peut utiliser des arceaux. Alors, on va planter les arceaux et on va déposer ça par-dessus les plants. En mettant la couverture par-dessus, on garde autour de 3 à 6 degrés de température supplémentaire. Et ça fait quoi? Ça fait que les plantes vont être en meilleure chaleur puis ils vont pouvoir mieux produire. Si vous voulez ou également partir vos plantes un petit peu d'avance, vous avez peur les nuits, des choses comme ça, vous pouvez utiliser ça. Si vous avez des problèmes d'insectes, ça peut aussi aider. Cependant, il faut faire attention parce que si on a des problèmes d'insectes, la couverture flottante, elle peut les protéger. Cependant, s'il fait trop chaud durant l'été, c'est pas l'idéal parce que ça pourrait brûler vos plants. Je pense entre autres à la famille des crucifères ou des laitues. Ça n'aime pas la grosse chaleur. Ça aime la fraîcheur de début de l'été et puis de la fin de la saison. Mais la couverture, elle va apporter une certaine chaleur. Mais si vous mettez ça en plein milieu d'été, au mois à fin juillet, début août, c'est sûr que ça pourrait brûler les plants. Et là, c'est pour ça qu'on va aller plus avec un filet anti-insecte. Et le filet anti-insecte, lui, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va protéger, mais en plus de ça, vu que c'est des mailles comme un filet, il va avoir plus de respiration qui va passer au travers. Alors, de cette façon-là, vous allez être capable de protéger vos plantes et les garder plus longtemps. L'autre chose que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez mettre dès le début votre filet anti-insecte par-dessus et si vous voulez protéger du froid, vous pouvez mettre votre couverture flottante par-dessus. Alors, vous pouvez utiliser les deux. Si vous voulez avoir encore plus de chaleur, vous pouvez doubler l'épaisseur de votre couverture et là, on pourrait monter jusqu'à 10 degrés Celsius de supplémentaire.
Et en faisant ça, mais si, mettons, il annonce un gel, puis vous avez des plants qui sont un petit peu moins résistants à un gel, bien là, ça pourrait les protéger à ça. Alors ça peut être un gros plus. Ça peut aussi vous aider à extensionner votre saison. Moi, personnellement, je fais du kale, des épinards, de la bétacarde et certaines laitues jusqu'à Noël avec la couverture flottante en protégeant mes plantes qui sont sur mon balcon. Alors, ça, on peut le faire. Puis également, je le fais aussi dans mon jardin. Alors, en protégeant sur mon jardin, je peux aussi protéger mes plantes souvent jusqu'à Noël. Puis même s'il neige dessus, c'est pas grave. Ça laisse passer quand même 60% de la lumière, puis à peu près 50% de l'eau au travers. L'autre chose aussi qui est vraiment important quand on plante nos plants, que ce soit nos tomates, que ce soit tous les légumes, je vous dis à part deux familles qui sont les brassicacées, alors les crucifères, les brocolis, les choux-fleurs et toute cette famille-là, et la famille des betteraves, bétacardes, sont pas nécessaires, mais sinon toutes les autres, c'est vraiment les mycorhizes. Les mycorhizes vont faire quoi? C'est qu'ils vont aider à faire développer le système racinaire. Et vu que le système racinaire va bien se développer, il va mieux se nourrir. Parce que le système racinaire, c'est ça qui nourrit la plante au niveau du sol. Parce qu'à peu près 60 à 80% de la nourriture se passe par les racines. Alors, c'est vraiment important que les racines soient bien développées et les mycorhizes qui ont été développées par Premier Tech font ça. Et ça va vraiment aider. Et en plus de ça, nous, on a développé, entre autres, nos deux engrais maison, alors le mix Boost et le mix minéral, pour que ça travaille avec les mycorhizes. Alors, c'est la raison pourquoi qu'on a développé ces deux produits. Bon, le mix minéral, ça fait quoi? Le mix minéral, c'est pour vous aider à réanimer, mettons, un vieux terreau, un vieux sol que ça fait plusieurs années que vous avez qui n'a pas été servi. Alors, vous mélangez ça dans votre compost et après ça, vous étendez ça. On met l'équivalence de 1 tasse par sac de compost de 30 litres. Et ça, après ça, vous l'étendez et ça va vraiment aider à réanimer. Si vous faites de la culture en pot, par exemple en Smart Pot, là, c'est encore plus important de mettre du mix minéral parce que votre terreau, il va se vider de tous ces minéraux après 1 ou 2 saisons. Alors, c'est important de remettre des minéraux et du compost en début de saison. L'autre chose aussi que vous pouvez faire qui va vraiment vous aider au niveau d'avoir un jardin plus productif, c'est en début de saison. Vous pouvez mettre une toile d'occultation. Une toile d'occultation, c'est une grosse couverture noire qui va vraiment, une grosse toile noire qui va vraiment couper toute la lumière qui va passer sur le jardin. Et de cette façon-là, ça va vraiment couper la lumière et les mauvaises herbes vont mourir. La chose qu'on peut faire aussi, c'est qu'on va mettre durant une semaine la toile d'occultation et après ça, après une semaine, on va l'enlever, on va gratter notre sol pour donner comme un petit shake aux graines de mauvaises herbes qu'il y a dans le sol et après ça, on va remettre la toile. On appelle ça un faux semis. On fait beaucoup ça en agriculture biologique. Et en faisant le faux semis, là, les graines de mauvaises herbes qui ont été réchauffées par la toile parce que la toile est noire, et ils vont faire comme « Ah, OK, mais là, en plus de ça, le sol, il bouge, puis là, je vais me réveiller. » Puis là, ils vont se réveiller, puis là, ils vont faire « Ah, j'ai pas de lumière. » Puis là, ils vont mourir. Et comme ça, vous allez descendre votre banque de mauvaises herbes de cette façon-là, et vous allez diminuer votre désherbage à 4 pattes durant l'été, qui est un gros plus, je pense, qui est vraiment important de faire. Alors, ça, c'est vraiment le gros avantage de la toile d'occultation. Également, faites des buts quand vous allez faire votre jardin et mettez ça vraiment par-dessus vos buts. Ça va les réchauffer. Vous allez être capable de rentrer dans votre jardin beaucoup plus tôt et en même temps, ça va vraiment nettoyer vos buts. Quand vous allez faire, mettons, un semis de carottes, de betteraves, des choses comme ça, puis vous avez fait un faux semis, ça va être vraiment plus facile de produire vos choses de cette façon-là. Quand vous allez mettre votre toile d'occultation, on va attendre 2-3 semaines et après ça, on va faire nos semis.
Parce que si on met la toile d'occultation sur nos semis, ben là, ça va réchauffer le sol. Puis là, ils n'auront pas non plus de lumière et ça va mourir. Alors, vous allez faire votre semis pour rien. Alors, c'est vraiment important de mettre la toile d'occultation avant et après ça, on fait notre semis. Au niveau des engrais, comment ça fonctionne? Au départ, quand on va utiliser, mettons, le Mixboost, c'est qu'on va faire notre trou de plantation. En faisant notre trou de plantation pour planter notre plante de tomate, notre poivron, etc., on va creuser assez profond. On va mettre une bonne poignée de compost dans le trou. Et après ça, on va mettre un quart de tasse à un tiers de tasse de Mixboost dans votre trou. Et après ça, vous allez planter votre plant dedans. Si vous faites ça avec d'autres engrais, comme exemple des fumiers, faites attention, ça peut brûler les racines. Mais nous, vu que c'est à base de plantes, alors de soya, de luzerne, de stéatite, de sulfate de potassium, de farine de crevette et de farine d'os de poisson, bien, ça ne va pas brûler les plantes et ça ne va pas brûler les racines. Ça, c'est un gros avantage de ce produit-là aussi. Alors, vous allez faire ça. La deuxième fois que vous allez remettre, la deuxième et la troisième fois que vous allez remettre le produit pour vos plantes, bien là, vous allez le mettre autour de vos plantes et après ça, vous allez juste gratter pour l'incorporer dans le sol. C'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. Ensuite, on peut utiliser deux autres produits qui sont les hydrolysates de poissons. Alors, les poissons liquides qu'on va mélanger dans l'eau et l'algue marine. Et ça, ces deux produits-là, on va pouvoir le mettre dans l'eau, on va le mélanger dans l'eau, alors qui est un 5 à 10 ml par litre d'eau qu'on va mettre. Et ça, on va arroser. Et ça fait quoi? C'est comme un yogourt. Ça va nous aider à mieux digérer les engrais et le compost. Alors, la plante, elle va vraiment mieux digérer le compost et le Mixboost de cette façon-là. Et là, ça va être plus disponible pour la plante et votre plante va être encore plus heureuse parce que là, elle va pouvoir mieux se nourrir de cette façon-là. Alors ça, c'est une façon d'utiliser les engrais. Quand on monte notre jardin, la chose qui est vraiment importante, c'est de regarder, premièrement, c'est de faire des rotations. Alors, si vous installez votre jardin, il ne faut jamais mettre les mêmes plantes de la même famille à chaque année au même endroit. Il faut au moins sauter 4 ans de préférence. Ce n'est pas toujours possible, mais c'est mieux de le faire. Parce que ça va empêcher d'avoir certaines maladies du sol qui vont attaquer vos plantes et également, ça va mélanger les insectes à un certain niveau. Alors, en faisant ça, ça va vraiment aider. L'autre chose qui est important, c'est de vérifier au niveau de la lumière. Alors, si vous mettez des plantes qui grimpent très, très hautes, à côté des plants qui sont des légumes et racines qui ne viennent pas énormément, bien là, eux, ils vont être coupés de la lumière. Alors, c'est important de prendre ça aussi en considération dans votre jardin. Là, par rapport au compagnonnage, qu'est-ce qu'on devrait mettre à côté de quoi, etc., je vous dirais, ça n'a pas vraiment d'importance. Il n'y a pas vraiment... Parce que souvent, quand on fait ça dans une parcelle de jardin communautaire, on peut mettre ça aux endroits. C'est vraiment la lumière et s'assurer de faire des rotations. C'est ça qui est le plus important. Personnellement, je trouve que le compagnonnage, c'est plus quelque chose pour nous mêler qu'autre chose. On peut mettre vraiment n'importe quoi, n'importe où dans le jardin, mais la chose qui est vraiment importante, c'est de faire des buttes et la butte va vraiment vous aider à augmenter vos rendements. La raison pourquoi? Parce que votre sol va se réchauffer et quand il va pleuvoir vraiment beaucoup, bien, le surplus d'eau va s'en aller dans les allées. Et de cette façon-là, vos allées vont pas être détrempées, vos buttes ne seront pas détrempées et de cette façon-là, vos plantes ne vont pas baigner dans l'eau. Et ça, c'est une des raisons qui est importante d'avoir des buttes. Maintenant, notre présentation traitera des façons différentes de jardiner. Nous ferons affaire avec Sylvie Trépanier, qui est membre du conseil d'administration de la Fédération, mais qui est surtout une horticultrice de renom et qui fait beaucoup de projets dans son coin de pays, l'île Perrot, parce que c'est un peu différent. L'île Perrot, c'est différent. Qu'est-ce qu'elle va pouvoir nous montrer à une personne comme moi qui demeure sur un grand boulevard à Montréal, ou à vous qui vivez en CHSLD, ou bien à vous qui vivez dans un appartement, qui avez seulement qu'un petit balcon? Comment pouvons-nous cultiver?
Je pense qu'il y a des façons différentes de le faire et Sylvie nous montrera la culture en contenant. À vous, Sylvie. Bonjour tout le monde, mon nom est Sylvie Trépanier, je suis de la Fédération des sociétés d'horticulture et d'écologie du Québec. C'est quand même, c'est un grand mot, c'est une grande phrase pour un organisme qui représente à peu près 163 sociétés d'horticulture et 43 000 membres. Aujourd'hui, on me demande de vous parler de jardiner différemment, donc je vais vous parler de culture en contenant. Pourquoi on ferait de la culture en contenant? Ben, parce on vit en balcon. En fait, on vit pas sur le balcon, mais on vit en logement ou en condo. On a les potagers communautaires à fiche complet. On a nos déplacements à nous sont difficiles. On a eu une chirurgie, une hanche, un genou. On a de la difficulté à garder notre équilibre ou carrément, ça répond à nos besoins de cultiver en contenant. Maintenant, il y a certaines choses qu'on doit considérer avant de se mettre à la recherche de nos contenants. Le soulier, là, la bottine, là, c'est pas une bonne idée. Il faut quand même avoir de bons contenants, des contenants surélevés, sur pied ou au sol, mais surélevés. On peut prendre des gouttières, on peut prendre, des boîtes à fleurs, des balconnières. On peut prendre des corbeilles, on peut prendre des smart pots. J'en ai un ici, un smart pot, je vous le montrerai tantôt. Et des structures verticales, donc ça peut être des palettes, ça peut être des chaudières et ça peut être aussi des bacs Rubbermaid. Avant de se lancer dans cet exercice-là, je vais quand même vous présenter ce qu'on doit faire en fin de compte, l'exercice qu'on doit faire avant de se lancer dans cette grande aventure-là, c'est que si on est en balcon de logement ou de condo, il faut quand même vérifier si le balcon est solide. Ça a l'air niaiseux, mais si on n'a pas le goût de s'approcher de la porte patio, c'est peut-être pas une bonne idée de mettre quelque chose sur le balcon. Il faut aussi demander les règlements d'aménagement, parce que quand on a un syndicat de condo, quand on a une résidence pour personnes âgées, où on demeure tout simplement à logement, il faut s'informer à ces gens-là, à savoir si je peux mettre quelque chose sur le balcon et si j'ai des restrictions quant à la couleur, au format, parce que ça peut aller jusque-là. Et quand on pense à se fabriquer ou à s'acheter quelque chose, bien, il est mieux de le savoir, tu sais, on est mieux de le savoir avant qu'après. Ensuite, il faut toujours que nos contenants soient légèrement surélevés par rapport à la surface pour favoriser une bonne aération, une bonne ventilation aussi et empêcher de faire pourrir ou tacher la surface. Il faut penser à l'eau d'arrosage. C'est super le fun quand on arrose nos choses et que le voisin se retrouve avec, je sais pas moi, de l'eau sur la tête, en dessous, tu sais, le voisin d'en dessous avec de l'eau sur la tête ou dans son verre de vin, il apprécie pas tellement. Donc, il faut penser encore là un petit peu plus loin avant de commencer à élaborer notre projet à tous ces petits agréments-là. Il faut aussi penser qu'on soit en galerie ou en patio. Une galerie, en passant, une galerie puis un deck, c'est la même affaire. Un deck de piscine puis une galerie, c'est la même chose, c'est surélevé, alors qu'un patio, c'est au sol. Donc oui, on peut jardiner, dis-je, en patio, mais il faut savoir aussi que notre structure doit toujours être très, très, très solide, et encore là, que les contenants doivent être surélevés. Il y a des petites pattes qui existent où on peut mettre des petits pots de terre cuite ou en plastique pour surélever un peu l'assiette qui va recevoir les eaux d'arrosage pour éviter justement la pourriture et des dégâts désagréables. Je vous présente ici quelques modèles. Donc, vous avez ici en haut à gauche, vous avez une structure, en fait, un bac qui a été acheté dans une grande surface. C'est chez nous. Et on l'a installé, tout ça. Il faut savoir que quand c'est en bac comme ça, en bois, le terreau sèche rapidement.
Donc, il faut tout le temps arroser. L'arrosage, c'est obligatoire. Une des façons qu'on a, en fait, j'ai dérogé un peu, c'est que j'ai isolé la deuxième année. J'ai isolé avec du styromousse bleu. Je dis bleu, je le précise parce que le blanc, il s'égrène, puis il est pas le fun à travailler. Donc, justement, isolé pour faire en sorte que le terreau ne passe pas à travers, en fait, l'eau ne passe pas à travers le terreau comme tel, et qu'il y ait une petite barrière thermique, là, pour pas que le soleil vienne assécher le terreau. Et aussi, la petite photo d'en bas, ça vous permet de voir que, tout simplement, on a installé un petit boyau suintant, un petit bout qu'on avait. On ouvre le robinet à peine pour vraiment permettre au terreau de bien s'hydrater, de bien s'arroser, de bien absorber toute l'eau, en fait, qu'on veut, parce qu'on veut avoir vraiment l'eau. On a le réflexe, on arrose, ça coule à terre, c'est assez. Non, il faut vraiment donner la chance à l'eau au terreau d'absorber l'eau. Un autre modèle ici, en haut à gauche, vous avez un modèle qui est sur pied. Donc oui, on a un fond. Parfait si on doit s'asseoir près de notre surface de travail. Si on est en fauteuil roulant, on peut l'adapter. Si on a besoin d'une chaise, d'un tabouret qu'on va s'apporter pour aller jardiner, c'est important de réfléchir à ces accessoires-là avant de pouvoir jardiner autrement. Vous avez en bas à droite, vous avez aussi un bac, une structure qui est au sol. Encore là, elle est surélevée. Si vous n'avez pas tout le temps à devoir vous asseoir ou à vous véhiculer en fauteuil roulant, bien ça aussi, c'est une belle façon parce qu'on peut travailler vraiment à notre hauteur. Ça, les deux modèles ont le défaut de leur qualité. Il y en a un qui demande beaucoup d'arrosage, beaucoup d'entretien, beaucoup de fertilisation. L'autre, qui est au sol, demande beaucoup de terre. Mais en même temps, ce sont des choix qu'on fait. Moi, je suis là juste pour vous donner les idées et vous faites ce que vous voulez après. Un autre modèle, parce qu'on est tout le temps dans les modèles, vous avez à gauche des structures, en fait, des bacs qui ont été faits avec des demi-barils. Super, fantastique. La beauté de ce projet-là, c'est qu'on peut allonger les pattes. En fait, ça ne s'allonge pas, c'est pas avec un modèle qui s'étire, là, mais on le prépare vraiment, on le fait pour nous. Donc, moi, avec mon petit 5 pieds 2, là, il serait de la bonne hauteur. Mais si on a quelqu'un qui est un petit peu plus grand et qui ne veut pas nécessairement se pencher parce qu'il y a des maux de dos, il y a des maux de hanche, ben on a juste à soulever, mettre des pattes plus longues, puis l'affaire est dite. En bas à gauche, vous avez 4 bacs qui sont vraiment sur une structure, sur un patio, en fait, de briques. Ça a été pris sur Internet, mais j'espère que la brique on a libéré la brique, là, puis les bacs ont été installés directement au sol. Ça facilite vraiment la fertilité du sol parce qu'encore là, on a des échanges avec les macro-organismes qui peuvent voyager là-dedans. On est en balcon on est en balcon. On a encore là, on aimerait avoir quelque chose d'un petit peu plus adapté à nos besoins. On veut s'isoler du voisin. Bien, vous avez à droite une structure qui est en V. On peut la transformer et c'est ça. Il faut vraiment réfléchir à nos besoins et à notre situation quand on prend des projets comme ça. On pourrait fermer le côté qui est adossé au parapet et on pourrait tout simplement avoir une section en V devant nous. Donc, on s'isole un peu du voisin et ça nous permet un petit peu plus d'intimité sur notre balcon. Il y a des caissons qu'on peut prendre. Il y a vous avez en bas à gauche, vous avez des limons, donc des trucs là qui font... t'achètes ça, c'est tout fait. C'est pour fabriquer des marches. On peut installer encore là des bacs faits sur mesure. Ça demande un petit peu de recherche, mais tout se fait. Les balconnières à nos fenêtres. Donc, on a juste à ouvrir la fenêtre de la cuisine. On va chercher quelques éléments. Et encore là, c'est facile. Le seul hic avec ça, c'est que faut faire attention aux arrosages.
Si notre fenêtre donne, en fait, juste en bas, on a un trottoir, ben il ne faudrait pas que nos eaux d'arrosage finissent par s'égoutter au sol. Puis au sol, c'est pas si grave que ça, c'est quand ça tombe sur la tête du monde. Ça, c'est moins drôle. Les gouttières, ça a l'air de rien. Mais ça permet la culture, oui, de certaines fleurs, ça permet la culture de tout ce qu'on parle là, de feuillage, de verdurette, épinards, roquettes, moutarde. On peut même mettre des oignons là-dedans. C'est vraiment intéressant. Ça permet, en fait, ça permet souvent de donner un petit plus, puis d'avoir un petit bonheur journalier à aller chercher les éléments de notre salade, rentrer à l'intérieur, puis d'avoir vraiment, de passer du bon temps, mais aussi d'avoir une alimentation saine. Puis là, vous allez me dire, ben oui, une gouttière. Non, mais c'est quand même efficace. Ça aussi, vous pouvez l'adosser à une clôture. Encore là, faites attention, si vous l'installez pour votre vieille mère de 5 pieds 2, organisez-vous pas pour qu'elle soit obligée de travailler comme ça, là, parce que finalement, elle va finir par développer des problèmes de structure, des problèmes d'épaule, de tendinite et de tout ce qui finit en it. Alors, placez-le au bon endroit pour que la personne puisse travailler sans nécessairement avoir à se pencher, mais non plus sans avoir à s'étirer les bras. Une autre façon de travailler, surtout quand on est en balcon, les palettes. On en a des belles palettes, là. Il y en a d'autres qui sont toutes défaites, mais on en choisit des belles et on s'installe des pots pour nos fines herbes. Ça devient un élément décoratif, ça devient aussi un élément qui va nous isoler peut-être des voisins, surtout si on veut un peu plus d'intimité. Vous avez non pas la boule disco, mais vous avez la boule de laitue qui est fabriquée avec 2 corbeilles, on remplit de terre, on les attache avec des attaches en métal ou communément ou autres, communément appelées tie wrap. Et puis à ce moment-là, ben, vous n'avez qu'à piquer vos laitues. Ça finit par faire vraiment une belle boule et les gens peuvent aller se chercher. Et c'est toujours ça le but de l'opération, c'est pas d'aller arracher le pied de laitue comme on l'achète à l'épicerie, c'est vraiment d'aller se chercher quelques feuilles ici et là et de se faire une salade avec ça. Ça nous tente pas vraiment, c'est trop compliqué, on n'a pas les moyens de s'organiser. On peut y aller aussi avec une corbeille, et non pas plutôt que d'avoir 2 corbeilles, tout simplement une corbeille qui est ici coupée en plan et ça vous permet encore là, on remplace les fleurs par des laitues, par des fines herbes, par des oignons à la limite et on peut encore là se nourrir et fièrement parce que c'est le fun quand on voit que ça fonctionne, nos affaires, on est fiers de nos produits, donc pourquoi ne pas en profiter? Cette image-là, je vous la présente quand même parce que je ne sais pas à qui je m'adresse. C'est niaiseux, mais c'est comme ça. Mais j'ai peut-être des gens qui ont accès, en fait, dans leur famille, ils ont des plombiers ou des gens dans la construction qui peuvent avoir des tuyaux de PVC ou d'ABS qui sont un peu plus gros que ce qu'on retrouve sur le marché. Ces gens-là ont peut-être l'outillage pour fendre ces tuyaux-là, puis les chauffer un peu pour les ouvrir, pour permettre de faire des pochettes un peu partout. Donc, on se fait une colonne de laitue encore là, ou de n'importe quoi. On pourrait même avoir un plant de tomates sur le dessus qui cascaderait. C'est vraiment de permettre aux gens d'avoir accès à de la nourriture facilement, de la nourriture fraîche, et ne pas avoir aussi à se pencher. Il faut y penser. Alors, c'est pour ça que je vous la présente, parce que je ne sais jamais, encore là, qui peut dire « Moi, ça me permettrait, j'aurais quelque chose qui fonctionnerait bien à la maison. » La palette, je reviens avec la palette. On peut très bien tapisser l'intérieur de chaque ouverture avec un géotextile, bourrer ça de terreau et se planter des fines herbes, se planter des fleurs comestibles. Encore là, c'est un élément décoratif et ça produit quand même pas mal. Alors, c'est surprenant, il faut l'essayer. Vous avez aussi les suggestions des urbainculteurs et même de la shop agricole qui ont des smart pots. J'en ai un ici, un smart pot.
Vous en avez ici, vous en avez deux modèles, en fait, un qui s'insère déjà dans une boîte. Vous en avez d'autres qui sont lousses sur une palette. C'est important encore là que ce soit déposé sur une palette pour que il y ait une bonne aération. Et vous avez ici un petit modèle qui est à pochette. Donc, on peut peut-être l'accrocher sur le garde-fou ou au mur, tout simplement. On le remplit de terreau et ça peut recevoir des fines herbes, ça peut recevoir encore là des salades, des laitues, tout ce que vous voudrez. C'est vraiment génial. En même temps, c'est peut-être pas une bonne idée de le mettre de l'autre côté du garde-fou, justement, qui pendouille dans le vide, parce que ça risque encore là, quand on les arrose, hein, ça risque l'eau va se ramasser chez le voisin en bas, puis il sera pas très heureux. Alors, mais c'est quand même une belle solution. J'arrive ici avec des chaudières. Et ce sur quoi je veux porter votre attention, c'est vraiment la chaudière. Elle a gardé son couvercle. On a percé, c'est-à-dire on a gardé le couvercle de la chaudière. On a percé le couvercle et on a aussi percé un peu partout pour des petits trous, tout simplement, pour permettre à une cage à tomates, vraiment, de la fixer comme il faut dans notre chaudière. Vous avez aussi, je vais revenir avec les chaudières un petit peu plus tard, vous avez aussi les bacs Rubbermaid. Très intéressants. Ils ont été modifiés, évidemment. C'est solide. C'est des plastiques. La chaudière, le bac Rubbermaid, c'est des plastiques. C'est pas éternel, mais en même temps, ça nous permet vraiment d'expérimenter si on aime ça, si on n'aime pas ça. Et on peut faire, écoutez, c'est très polyvalent. Ces deux contenants-là sont très polyvalents. Puis ça vaut la peine aussi, avant d'investir et de voir si on aime vraiment ça, ce genre de jardinage-là, ça nous permet d'expérimenter à peu de frais. On a des petits outils qui peuvent nous aider. Une bouteille percée, on le voit très bien à gauche. La bouteille, elle est percée, elle est enterrée dans le sol et ça nous sert d'un petit peu de réservoir d'arrosage pour que vraiment l'eau soit vraiment concentrée au niveau des racines. On peut avoir la même chose avec un petit tuyau de PVC. Et vous avez à droite un gabarit de semis qui est disponible là, dans les grandes surfaces. Si vous faites gabarit, jardinage en carré, culture en carré, vous allez trouver ce gabarit-là. Qui permet encore là, plutôt que de semer, d'éclaircir, d'enlever là, ce qui a trop poussé, ça nous permet vraiment de semer à la bonne distance, quels que soient les légumes qu'on a à semer. Et ça permet aussi d'avoir... ça nous sauve de l'ouvrage. À quelque part, là, ça nous sauve de l'ouvrage. Le terreau. On s'attaque au terreau. Tantôt, on a entendu parler des sols. Les terreaux, il doit être très léger parce il va être sur un balcon. Et de deux, une terre trop lourde, une terre à jardin, va se compacter beaucoup dans ces contenants-là. Donc, il faut avoir un terreau qui va être un petit peu plus léger. Bon, c'est acheté en sac habituellement. Selon la compagnie, on va retrouver sur le sac terreau véranda, terreau pour balconnière. Tout ce qui dit là, que c'est pas de la terre, là, c'est probablement bien parfait. Ça peut être aussi un petit peu de ProMix. Ça, c'est des compagnies, là, mais ils vont dire pour les semis, pour le repiquage. Ce genre de terreau-là. C'est pas une terre, c'est un terreau. Donc, c'est un milieu qui est stérile, qui est sans nutriments, dans lequel on va devoir rajouter un petit peu de compost pour le rendre un petit peu plus vivant. Et dans lequel il va falloir... En fait, on va devoir considérer que comme c'est stérile, comme c'est dans un contenant, la plante va épuiser rapidement les éléments, va absorber rapidement les éléments nutritifs qu'on rajoute par le compost et par les engrais. Donc, quand on cultive en contenant, ça demande aussi une fertilisation régulière. Qu'est-ce qu'on fait avec nos contenants? On arrose, on arrose, on arrose.
on arrose encore. Donc, il ne faut vraiment pas que le terreau sèche, parce qu'un terreau qui sèche et qu'on doit réhydrater, c'est quelque chose. Ça demande beaucoup de temps, ça demande un peu de patience. On n'a pas toujours la patience d'arroser adéquatement. Donc, c'est vraiment... on ne laisse pas le terreau sécher, on ne laisse pas le terreau s'imbiber non plus, mais il faut quand même qu'il soit humide, qu'on sache qu'il y a encore de l'eau là-dedans. On fertilise selon les besoins des végétaux et on récolte, on enlève les feuilles mortes, on fait un entretien régulier comme on le ferait en jardin régulier, en pleine terre. Puis, on se paye la traite parce qu'on récolte et on mange quand même nos produits. À la fin de la saison, qu'est-ce qu'on fait avec nos contenants? Ben, on a deux choix. On peut, une fois que les végétaux ont été retirés, tout ça, on peut se débarrasser complètement de la terre ou tout simplement en enlever à peu près un tiers. On tasse le tout dans un endroit, tous nos contenants au même endroit. On couvre ça d'une bâche pour passer l'hiver. Et je fais la distinction entre on peut se débarrasser de toute la terre ou juste une partie, parce que quand tu restes au 6e étage, 7e étage, ça ne te tente pas de redescendre tes bacs bien pleins. C'est pas une bonne idée de les garrocher par-dessus le balcon. Ça peut toujours tomber sur quelqu'un. Alors, c'est la raison pour laquelle je donne ces deux alternatives-là. Vous nettoyez vos contenants s'ils sont vides, vous les entreposez, vous leur mettez une toile imperméable si vous les gardez pleins sur le balcon. Et c'est tout. On a tout simplement à passer un bel hiver. La saison suivante, on réinstalle nos bacs et on rajoute de la terre neuve. Ce qu'on avait enlevé la saison précédente, on peut rajouter du compost. On sème, on plante. Puis, on profite encore de la belle saison. Maintenant, je vous avais dit que j'allais vous parler de pots, de chaudière, de la culture en chaudière. Donc, c'est la méthode des deux contenants. Donc, deux chaudières qui coûtent à peu près rien et qui sont identiques, là. Puis, ils sont pas belles, ils ont du vécu, je vous le dis tout de suite. Dans la première chaudière, bon, si je regarde ici, là, les chaudières habituellement, elles ont ici un petit renflement, là, je ne sais pas à quoi il sert, mais il est là, OK? Avec une perceuse, vous faites le tour tout simplement de cette insertion-là dans le centre de la chaudière. Puis un petit peu, là, vraiment, là, vous faites des petits trous très collés les uns sur les autres. Après ça, avec un marteau ou un poing ou n'importe quoi, on va réussir à enlever la section centrale. On peut la laisser ronde, on peut la rendre un petit peu plus carrée. On va percer aussi des trous à la perceuse pour favoriser l'égouttement. Maintenant, vous allez dire, ça s'en va où avec ça? Vous allez voir. On prend aussi des descentes de gouttière. OK? On perce des petits trous, descente de gouttière. J'installe ma première chaudière qui est toute percée. Je l'installe ici dans la deuxième et je viens voir, j'essaye de voir à la lumière où le fond arrive. Et à ce moment-là, ce que je fais, c'est que je me fais une petite ligne ici et je me découpe ici une petite ouverture pour que le trop-plein, donc s'il pleut beaucoup ou si j'arrose beaucoup, le trop-plein va pouvoir s'échapper par cette ouverture-là. Je reviens à mon petit morceau de gouttière que je vais installer. Là, ça va être un petit peu plus... c'est quelque chose... Donc, les trous vont dans le fond ici pour qu'ils viennent s'appuyer sur la deuxième chaudière, OK? Et on bourre ça de terreau. Vraiment compacté. On le bourre de terreau et on recouvre le tout ici de notre chaudière toute percée d'un petit géotextile, tout simplement. Et je remplis de terreau. Je mets mon couvercle qui a été percé, OK? Je dépose mon plant de tomates, mon plant de concombre, mon plant
de n'importe quel plan là, qui a besoin vraiment de chaleur. Et voilà, c'est la façon vraiment de travailler en chaudière. Ici, le fait que j'ai une ouverture, et je vois là, mon fond, il est vraiment là, ça me permet d'avoir une petite réserve d'eau. Donc, j'ai un réservoir aussi qui est intégré à ma deuxième chaudière. Le trou est peut-être un petit peu trop gros, là, j'ai peut-être raffiné mes techniques avec le temps, mais en fait, l'important, c'est vraiment que l'ouverture soit, cette ouverture-là soit vraiment sous le plancher de la chaudière à l'intérieur pour vraiment favoriser un égouttement et favoriser aussi une prise d'air. Parce que nos racines ont toujours besoin d'air. Et le fait qu'on puisse égoutter l'eau, que l'eau s'égoutte facilement, ben ça permet encore là aux racines de respirer. On peut le faire aussi en bac Rubbermaid. Je vous le dis tout de suite, ce modèle-là, il est translucide, c'est un petit modèle translucide. C'est pas génial. La raison pour laquelle je l'ai pris comme ça, c'est parce que je voulais que vous voyiez à travers. Mais idéalement, un bon bac Rubbermaid là, de couleur bleue, vert, noir, c'est encore l'idéal. Donc, vous avez un contenant avec le couvercle, bien entendu. Je découpe le couvercle. J'y fais toujours son trou carré pour être capable de recevoir toujours ma petite descente de gouttière. Je perce mon couvercle plein de trous, OK? Puis souvent, les bacs Rubbermaid sont un peu, là j'exagère, là, mais ils sont vraiment un petit peu tronqués, là. Donc le bas, il est un petit peu plus étroit que le haut, ce qui est parfait, parce que ça me permet de laisser tomber mon couvercle, en fait, le dessus de mon couvercle dans le fond. Et puis à ce moment-là, ben, il est quand même bien retenu. Mais parce qu'on sait que c'est très lourd, la terre va finir par être très lourde, je me suis pris des petites descentes de gouttière de pluie et je me fais des petites pattes ici, un peu partout. Je les place, je ne sais pas si vous les voyez bien, mais je les place ici comme ça. Tout simplement pour rajouter de la solidité à mon couvercle qui est découpé ici, là. Je place ma gouttière avec des petits trous dans le centre. Je fais la même chose. Je la remplis de terreau. Je me suis faite ici, je me suis inspirée de la shop agricole. J'ai pris mon géotextile et j'ai décidé de me faire un petit peu de couture, de haute couture, pour vraiment avoir d'avoir un beau contenant finalement pour recevoir mon terreau, pour pas qu'il y ait de lessivage. Parce qu'il n'y a rien de pire que de perdre notre terreau. Puis là, on voit la terre qui baisse à chaque arrosage, puis on se dit, ben j'en aurai pas assez pour l'été. Donc, on est certain qu'il n'y a pas de lessivage. Je remplis le tout de terreau et au fur et à mesure de mes arrosages, ben encore là, j'ai un beau réservoir ici. Je complète avec mon trop-plein qui est juste ici, qui peut être avec une mèche plus grosse, qui peut être... Ça peut être même avec, si on est astucieux un peu, on pourrait connecter nos bacs avec un petit bout de boyau d'arrosage. Évidemment, il faut que le trou soit ajusté, soit plus gros, mais ça pourrait être, on pourrait finalement arroser, puis si jamais nos plantes, ou en tout cas on a un surplus d'eau, que ce soit pour la pluie, à cause de la pluie, ou encore je pars en vacances une fin de semaine, puis je les arrose en masse, ça permet un petit peu plus en fait, ça nous sauve un petit peu d'ouvrage d'avoir ce réservoir-là ici. Alors, on pourrait même, c'est ça, les connecter avec j'ai pas le terme français, là, des quick connect, puis vraiment brancher nos bacs en série comme ça. Fait que c'est à peu près tout. Merci. Merci beaucoup. Et voilà, voici les conseils que nous avions à vous donner dans ce forum virtuel sur l'agriculture urbaine. Merci à vous qui avez participé. J'espère que ce fut utile. Merci à nos conférenciers qui vous ont donné des conseils pratiques. Merci à nos commanditaires, d'abord le gouvernement du Québec, la Ferme des Quatre Temps,
la Shop agricole. Sans eux, nous n'aurions pas pu le faire. Nous attendons vos commentaires. Mais une chose est importante, vous pouvez adhérer à une société d'horticulture dans votre région. Ils sont présents partout sur le territoire. C'est facile, vous pouvez les trouver sur notre site Internet qui est fsheq.com, Fédération des sociétés d'horticulture et d'écologie du Québec.com. Donc, vous pouvez devenir membre de ces sociétés et vous aurez ainsi des conseils. En étant membre d'une de ces sociétés, vous pouvez avoir accès à notre infolette, vous pouvez avoir accès également à notre journal L'Hortiquois. Bon jardinage, j'espère que la saison va être bonne et surtout, protégez-vous.